Et salut à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant et très discuté en ce moment. Il s'agit de la 5G. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis en 3e année d'études en réseau et télécommunications. J'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur les réseaux mobiles et même sur les réseaux de manière générale, avec notamment des interventions de personnes professionnelles dans ce domaine-là, que ce soit des enseignants, des directeurs de formation, mais aussi des professionnels dans les métiers télécoms. Je vais donc aujourd'hui, de la manière la plus objective possible, vous parler de la 5G, vous dire ce qu'elle apporte, et puis vous expliquer pourquoi certaines personnes s'interrogent à ce sujet. Avant de commencer, un petit peu de contexte. Il faut savoir que les réseaux mobiles, ça date pas d'hier. Dès les années 80, la téléphonie mobile a fait son apparition avec la première génération de téléphonie mobile, donc la 1G, qui était à l'époque très coûteuse et peu fiable. Elle se trouvait principalement dans les voitures, ça s'appelait le Radiocom 2000, et c'était une technologie qui n'était pas parfaite. Par exemple, les communications n'étaient pas cryptées, ce qui fait que n'importe qui pouvait écouter les communications de n'importe quelle personne aux alentours. Donc d'un point de vue sécurité, c'était pas bon. On a eu après, dans les années 90, le déploiement par les opérateurs de la 2G, ou deuxième génération de téléphonie mobile. Contrairement à ce qu'on peut croire, cette génération elle ressemble énormément au réseau mobile qu'on a aujourd'hui. Au départ, avec la 2G, on pouvait seulement passer des appels et utiliser le service de SMS, donc de messages. Ensuite, les MMS sont arrivés avec les données mobiles, ce qui a permis l'apparition donc d'internet via les réseaux mobiles, qui à l'époque étaient très lents, pour information. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière norme de 2G, appelée Edge, le petit logo E si vous vous souvenez, avait pour débit maximal 384 kilobits par seconde en théorie, donc moins de 0,4 mégabits par seconde, 0,4 mégas si vous préférez. Donc pas question de regarder un live Twitch avec. D'un point de vue technique, la 2G s'appuie sur les ultra hautes fréquences, les UHF. C'est le même type d'onde que ce qui est utilisé pour la télé depuis des années. Les deux bandes de fréquences utilisées sont les 900 et 1800 MHz en France. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus la fréquence est élevée, plus le débit et donc la vitesse de connexion sera importante. En revanche, les fréquences élevées porteront moins loin et pénétreront moins bien à travers les maisons et à travers les murs. Au début des années 2000, le principe a été le même pour le déploiement de la 3G, même si le déploiement a mis beaucoup de temps à arriver du fait que les téléphones 3G étaient assez chers et consommaient beaucoup de batterie. En plus de ça, la première norme 3G, appelée UMTS à l'époque, elle n'allait pas au-dessus de 2 mégas de débit en théorie. Le smartphone n'existant pas à l'époque, les gens voyaient pas forcément l'intérêt de passer à la 3G, sachant que la 2G pouvait déjà proposer une petite connexion internet d'appoint. Puis il y a eu un léger bouleversement dans le domaine des télécoms. Il s'agit de l'arrivée du smartphone. À partir de là, on a eu plusieurs améliorations de la 3G qui ont permis l'augmentation des débits. Et avec la dernière norme 3G, on pouvait monter à des débits théoriques jusqu'à 44 mégabits par seconde, ce qui était vraiment très bon. La 3G, elle utilisait des fréquences qui étaient très proches de celles de la 2G. Elle a même emprunté la bande des 900 MHz, auquel elle a rajouté la bande des 2100 MHz. Puis en 2013, avec l'arrivée de la 4G, Bouygues a été le premier en termes de couverture au lancement de son réseau 4G, tout simplement parce qu'il a réutilisé la bande des 1800 MHz afin de couvrir rapidement en utilisant ses autorisations de fréquence et également son matériel existant. La 4G, donc 4e génération de téléphonie mobile, utilise aujourd'hui jusqu'à 5 bandes de fréquences en France. On a les 700, 800, 1800, 2100 et 2600 MHz. La 700 MHz par exemple a été récupérée de la TNT assez récemment et la 2600 MHz a été la nouvelle fréquence de la 4G. Les autres fréquences proviennent donc de la 2G, 3G. Cette 4G a ensuite évolué avec l'arrivée de la 4G+, qui consiste à agréger, c'est-à-dire utiliser plusieurs fréquences en même temps pour augmenter la vitesse de connexion. Avec de la simple 4G, le débit maximal en théorie était de 150 mégabits par seconde, là où la 4G+, pouvait atteindre, en théorie encore une fois, jusqu'à 1 gigabit par seconde en termes de débit, ce qui est excellent. Là où la 4G a du mal, c'est sur la capacité à gérer les usages toujours plus importants. Selon l'ARCEP, en fait, consommation des données mobiles augmente en France entre 40 et 50% par an. Et le souci, c'est que sur une antenne 4G, vous n'êtes pas seul. Logiquement, plus il y a d'utilisateurs et plus ils utilisent des applications gourmandes, moins le débit qui va vous rester pour vous sera important. Voilà pourquoi je parle de débit théorique, sachant que le débit va ensuite diminuer en fonction du nombre d'utilisateurs sur l'antenne. C'est exactement comme chez vous, si vous avez une box internet, vous êtes tout seul sur le Wi-Fi, ça va fonctionner très bien. S'il y a des gens qui sont sur Netflix, sur YouTube, etc., vous allez tout de suite vous rendre compte que le débit est beaucoup moins important et que la connexion est beaucoup plus lente. Donc ici, c'est un des aspects important à savoir sur la 4G, c'est que la 4G, d'ici quelques mois, voire quelques années, elle va arriver à saturation, surtout dans les grandes villes. Le risque, c'est que si le réseau sature, il va devenir inutilisable et donc ça va perturber l'ensemble des utilisateurs. C'est donc en partie pour ça qu'on parle aujourd'hui de la 5G.
Donc la 5e génération de téléphonie mobile, la 5G, c'est l'évolution de la 4G, comme la 4G l'était à l'époque de la 3G. Mais en fait, il existe plusieurs types de 5G. Il existe tout d'abord ce qu'on peut appeler la 5G logo. C'est celle qui est déployée aujourd'hui un petit peu partout en France, en ville comme à la campagne. Pourquoi est-ce que je parle de 5G logo? Tout simplement parce que c'est pas vraiment de la 5G, c'est en fait de la 4G. Elle utilise les mêmes fréquences que la 4G, c'est-à-dire les fréquences de 700 et 2100 MHz, et elle va agréger donc l'une de ces fréquences aux autres fréquences en 4G. Imaginons que vous êtes chez Free par exemple, vous vous apercevez que vous avez le logo 5G sur votre téléphone. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'opérateur décide d'afficher 5G, mais vous allez être connecté à une bande 5G et à d'autres bandes 4G, comme ce qu'on avait avec la 4G+. En pratique, et j'ai pu le tester, il n'y a aucune différence entre la vitesse de connexion en 4G+, et la vitesse de connexion en 5G logo à 700 MHz. Donc vous l'avez compris, cette 5G aujourd'hui dont on parle le plus, la 5G donc sur les bandes 700 et 2100 MHz, c'est une 5G qui est purement et simplement commerciale. Ce sont les mêmes ondes, les mêmes méthodes et les mêmes antennes utilisées que pour la 4G. Pas de quoi s'affoler donc. Le deuxième type de 5G qui est déployé par les opérateurs dans les grandes villes en ce moment, c'est la 5G à 3 Go 5, donc 3,5 GHz. C'est une fréquence qui est un petit peu au-dessus de la bande 4G des 2600 MHz. Si vous avez bien écouté jusqu'ici, vous avez compris que plus la fréquence est élevée, plus on a des hauts débits. Donc cette vraie 5G à 3,5 GHz apporte donc plus de débit et plus de capacité dans le réseau, ce qui est bon pour éviter la saturation. En plus de ça, l'un des gros ajouts de cette 5G, c'est que les antennes vont émettre là où sont les utilisateurs. En 4G, une antenne, elle va émettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les directions. Peu importe qu'il y ait des utilisateurs et peu importe où ils sont. Le mécanisme de la 5G, qui s'appelle le Massive MIMO, il va rediriger automatiquement la puissance du signal vers les utilisateurs. Vous pouvez vous imaginer une zone avec d'un côté une forêt et de l'autre un village ou une petite ville. Les utilisateurs seront principalement dans le village. L'antenne, elle va donc envoyer sa puissance en direction du village. Ça va permettre une meilleure utilisation de la puissance et donc une optimisation de la consommation électrique de l'antenne. En plus de ça, la nuit, quand plus personne n'utilise le réseau, l'antenne va beaucoup moins émettre. On peut s'imaginer que les antennes seront quasiment à l'arrêt lorsque les utilisateurs sont en train de dormir et que le réseau n'est pas utilisé. Donc pour cela que beaucoup de personnes évoquent l'aspect écologique de la 5G. Donc voilà pour la 5G à 3,5 GHz. Puis enfin, il existe un dernier type de 5G, du moins il va bientôt exister un nouveau type de 5G. Vous avez certainement entendu parler de la 5G qui permettrait de faire des opérations chirurgicales à distance, de connecter des voitures entre elles, de connecter une ville entière, parking, feux tricolores, etc. dans le but d'en faire une smart city, une ville connectée. Les normes actuelles de téléphonie mobile ne permettent pas ce genre d'application, notamment à cause de la latence. La latence, c'est le temps de réaction entre guillemets d'un réseau. En 4G, on a une latence qui est comprise entre 20 et 50 millisecondes. Ce décalage de quelques millisecondes, il peut paraître ridicule, mais il faut bien comprendre qu'une communication, ça va être un ensemble d'allers-retours entre le réseau et votre appareil. La latence, elle est donc multipliée à chaque fois qu'on a une communication qui s'effectue. Donc pour réduire cette latence, la 5G de demain utilisera un nouveau type d'ondes radio qui sont les ondes millimétriques. La bande de fréquence, ce sera la bande de 26 GHz, ce qui est bien au-dessus de la 5G classique à 3,5 GHz. Elle permettra de supporter des débits qui iront jusqu'à 10 gigabits par seconde. Pour information, ça existe déjà ce type de débit pour les particuliers, avec par exemple la Freebox Delta de Free, qui peut proposer jusqu'à 10 gigabits par seconde, mais via le réseau filaire, le réseau fibre optique. Les applications pour un particulier sont très limitées, mais on peut s'imaginer que pour un professionnel ou pour un ensemble d'utilisateurs, ce type de débit peut être très intéressant. Aujourd'hui, cette 5G millimétrique, elle n'existe pas encore en France, et aucun téléphone vendu en Europe n'est pour l'instant compatible. Maintenant, on va voir, est-ce que la 5G est bonne ou mauvaise? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Tout d'abord d'un point de vue performance, donc comme on l'a vu aujourd'hui, la 5G elle est nécessaire pour faire face à l'augmentation du trafic des données mobiles. Elle va apporter des plus gros débits, comme la 3G et la 4G l'ont fait juste avant. On l'a vu, la 5G de 2021, donc à 3,5 GHz, ne va pas révolutionner nos usages, mais va quand même apporter de la fluidité et de la stabilité à notre connexion. D'un point de vue santé maintenant, là où beaucoup de discussions ont lieu, c'est bien concernant les ondes, que ce soit la 5G ou autre, avec leur impact sur notre santé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la 5G utilise les mêmes types de fréquences que la 2G, 3G, 4G, donc il s'agit des ultra hautes fréquences. Ces ultra hautes fréquences, elles sont également utilisées pour le Wi-Fi, le Bluetooth, les ondes liées à la télévision, à la TNT, et également au four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, il utilise la bande des 2,4 GHz, soit 2400 MHz. Exactement comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais alors comment ça se fait qu'on ne cuit pas lorsqu'on se place devant une Freebox, alors que notre repas il arrive à réchauffer en restant une minute dans le micro-ondes?
Tout simplement parce que la puissance émise est différente. On parle en moyenne de 500 watts sur un four à micro-ondes. Sur une box, la puissance maximale autorisée elle est de 100 milliwatts, soit 0,1 watts. Pour les réseaux mobiles, c'est un petit peu plus élevé. En théorie, un téléphone il pourra émettre jusqu'à 250 milliwatts en 3G, soit 2000 fois moins tout de même qu'un four à micro-ondes. En moyenne, l'émission sera plutôt aux alentours des 10 milliwatts dans de bonnes conditions de réseau, soit 50 000 fois plus faible que ce qu'émet un micro-ondes. Ce que je qualifie de bonnes conditions ici, c'est d'être à un endroit fixe, pas trop loin d'une antenne relais. C'est pour ça qu'il est déconseillé d'utiliser son téléphone en déplacement, parce que le téléphone va constamment émettre pour changer d'antenne et compenser la perte de signal reçu. C'est également déconseillé de passer des appels dans des endroits où la réception est mauvaise. Un point essentiel également, la puissance d'une onde reçue, elle est liée à la distance. C'est-à-dire que plus vous serez loin d'un téléphone ou d'un émetteur, une antenne relais par exemple, moins vous serez exposé aux ondes radio. Pour simplifier, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en divisant la distance par 2, on va diminuer la puissance reçue par 4. Si vous placez votre téléphone à 1 mètre de vous par exemple, lors d'un appel, ça va considérablement baisser votre exposition aux ondes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, les téléphones sont toujours vendus avec des écouteurs. C'est une loi française en fait qui oblige ça et qui permet donc de placer notre téléphone plus loin du cerveau et de l'exposer beaucoup moins aux ondes radio. Après, concernant la future 5G millimétrique, donc à la bande de 26 GHz, il faut savoir que cette bande est déjà utilisée en France pour les liaisons entre les antennes, qu'on appelle faisceau herdien. C'est une liaison en fait qui s'effectue entre deux paraboles qui permet de relier deux antennes mobiles pour proposer un service sans avoir à déployer une fibre optique, ce qui coûte plus cher, entre les deux antennes relais. Les satellites aussi, ils utilisent ce type d'onde millimétrique, ainsi que certains types de radios amateurs. Des questions peuvent tout de même se poser sur ce type d'onde pour la 5G millimétrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette 5G n'arrivera visiblement pas avant 2025, ce qui laisse le temps aux chercheurs d'effectuer des tests sur l'impact de ces ondes sur notre santé. Donc comme on l'a vu, la 5G telle qu'elle existe aujourd'hui est très proche de la 4G et des normes précédentes comme la 3G et la 2G. Pas de raison donc pour l'instant de s'inquiéter. Là où on peut s'inquiéter, c'est sur l'aspect écologique de la 5G. Il est très difficile de répondre à la question de l'impact écologique. Fondamentalement, la 5G elle dispose d'un apport écologique avec la technologie massive MIMO qui, comme je le disais tout à l'heure, permet d'optimiser la consommation des antennes en émettant uniquement là où sont les utilisateurs. Mais à côté de ça, la 5G elle oblige à renouveler l'ensemble du matériel, que ce soit côté client, il va falloir qu'on achète des nouveaux téléphones compatibles 5G, et également côté opérateur avec le déploiement de nouvelles antennes, de nouveaux équipements dans le réseau. Aujourd'hui, il y a environ 15 000 antennes relais en France, il va falloir donc mettre à jour ces 15 000 antennes. En plus de ça, la 5G elle portera moins loin, avec l'utilisation de bandes de fréquences plus élevées, que ça nécessitera encore plus d'antennes que ce qu'on a actuellement. Alors on sait que la pollution vient surtout de l'étape de fabrication avec par exemple l'extraction des matériaux rares comme le lithium qui fournit les batteries sur nos téléphones, ou même plein d'autres composants électroniques qui ont un impact non négligeable. C'est pour ça qu'il est assez difficile d'estimer l'impact environnemental, positif ou négatif. Le souci ici en fait c'est surtout l'origine du déploiement de la 5G, qui est l'explosion de la consommation d'internet mobile. On utilise de plus en plus des services, on aime que ce soit de plus en plus rapide, mais est-ce que l'augmentation de tous ces besoins ne pourrait pas être contrée? Est-ce que vraiment on a besoin de tout ça? Chacun doit avoir son avis sur cette question. Est-ce que tout ce que ça va nous apporter, la 5G, les réseaux de demain, est-ce que ça va nous apporter du plaisir? Est-ce que ça va nous apporter du bonheur? Est-ce que c'est vraiment utile? Sur cette phrase, je vais vous laisser. Je tiens à remercier tous les enseignants et les professionnels qui m'ont apporté des connaissances à ce sujet lors de mes études. Je me suis également beaucoup basé sur des données du site de l'ARCEP que je vous invite à visiter, il est très complet. J'espère vous avoir appris des choses dans cette vidéo, j'ai très hâte d'avoir vos retours et vos avis en commentaire. Je vous laisse bien sûr me donner votre opinion, dans le respect évidemment des autres, que vous soyez pour ou contre le déploiement de la 5G. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.